Vous vous souvenez de l'époque où la magie des sitcoms n'avait pas besoin d'images de synthèse? Juste un nuage de fumée, un clin d'œil et un génie qui appelait un astronaute maître. Il s'agissait de I Dream of Jeannie, la comédie de NBC de 1965 avec Barbara Eden dans le rôle du génie, Larry Hagman dans celui de l'astronaute Major Tony Nelson, Bill Daly dans celui de son fidèle ami Roger Healy et Hayden Rohr dans celui du toujours suspicieux Dr. Bellows. Pendant 5 saisons et 139 épisodes, la série a mêlé fantastique, humeur burlesque et une bonne dose de tension romantique, tandis que Tony tentait, in vain, de dissimuler les pouvoirs de Jeannie. Aujourd'hui, on vous présente 15 anecdotes insolites et surprenantes sur I Dream of Jeannie. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos analyses approfondies de séries télécultes. La bouteille du génie était en fait une carafe à alcool. L'un des accessoires les plus emblématiques de la télévision ne provient pas des studios Hollywood Magic. Elle venait du rayon des spiritueux. La bouteille de génie a vu le jour en 1964. Une carafe de whisky Jim Beam transformée pour la série grâce à un peu de peinture et beaucoup d'imagination. Pour la première saison, l'équipe des accessoires a pris le verre vert fumé et l'a décoré en noir et or pour qu'il ressorte bien sur les téléviseurs en noir et blanc. Lorsque la série est passée à la couleur pour la deuxième saison, la bouteille a subi une transformation complète. On retrouva les teintes éclatantes de violet et d'or que l'on se souvient, parfaitement assorties au nouveau costume coloré de Barbara Eden pour Harum. Les bouchons avaient leur propre histoire. Dans le pilote, la bouteille trouvée par Tony était fermée par un bouchon de liège emprunté à une vieille bouteille de Bourbon de son grand-père. Un élément de la légende de la série, après que le bouchon original aurait été perdu sur la plage. Au fil du temps, des bouchons similaires ont peut-être été utilisés pour les cascades, mais il semblerait que les équipes accessoires des années 1960 aient eu des compétences en documentation dignes d'une chambre d'étudiants. Lorsque la bouteille est passée à la couleur, le département artistique a fabriqué un nouveau bouchon assorti. Quant à ce que sont devenus ces accessoires, l'une des bouteilles originales de la saison 1, provenant de la succession du réalisateur Gene Nelson, a été vendue aux enchères en 2017 pour plus de 30 $. En 2024, Barbara Eden a fait don d'une bouteille de génie de la série ainsi que de son costume au Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, immortalisant ainsi un morceau de magie télévisuelle pour les générations futures, du bourbon au concert, en passant par un trésor télévisuel. Voilà ce qu'on appelle une preuve de concept. Barbara Eden a tourné la première saison alors qu'elle était enceinte. Quel timing! Le jour même où NBC a donné son feu vert à I Dream of Jeannie, Barbara Eden avait une nouvelle à annoncer. Elle était enceinte. Elle a même prévenu Sidney Sheldon qu'elle devait prendre un congé. Au lieu de chercher une nouvelle génie, les producteurs ont décidé de s'adapter. Résultat, des costumes de plus en plus imposants et des voiles toujours plus nombreux. Eden a plaisanté plus tard en disant qu'elle ressemblait à une tante ambulante. Le réalisateur la filmait de la taille jusqu'en haut, ou la cachait derrière des canapés et des plantes en pot, comme si elle jouait à cache-cache dans une sitcom. Le moment le plus ridicule est survenu lorsque son ami, le réalisateur Gene Nelson, lui a demandé d'enfiler un bikini pour une scène. Elle lui a alors annoncé qu'elle était enceinte. Quand elle lui a montré le tailleur dans sa loge, sa réaction a été immédiate. Ah, je vois ce que vous voulez dire. La solution de facilité. Ils lui ont littéralement sanglé un pneu autour du ventre et jeté des serviettes dessus pour atténuer la bosse. Quelle technique de fortune. Et n'oubliez pas, on était au milieu des années 60. La télévision était encore pudique face à la grossesse. Si I Love Lucy a su tirer profit de la grossesse de Lucille Walls, la plupart des séries se contentaient de faire disparaître les femmes ou de les cacher derrière des meubles pendant 9 mois. Le fils d'Eden, Matthew, est né en août 1965 pendant une interruption de production. Et à la reprise de la série, elle a replongé dans l'alcool comme si de rien n'était. Alors que les téléspectateurs étaient occupés à regarder le Major Nelson tenter de cacher un génie à la NASA, Eden et son équipage réalisaient un tour de magie encore plus complexe, faisant disparaître un ventre de femme enceinte grâce à un simple coup de caméra créatif et une roue de secours. Jeannie et le Major Nelson se sont retrouvés dans Dallas. 25 ans après que Jeannie soit sortie de sa bouteille, Barbara Eden et Larry Hagman se sont retrouvés à l'écran en prime time.
Mais cette fois, au lieu d'une tension romantique, c'était la haine à l'état pur. Eden a rejoint Dallas dans le rôle de Leanne de la Vega, une ancienne amante vengeresse de J.R. Ewing. Et cette fois, elle n'exauçait pas de vœux. Elle était assoiffée de sang. Le cerveau derrière tout ça? Hagman lui-même. Dans son autobiographie, il a admis avoir personnellement convaincu Eden de participer à la série, sachant que les fans se régaleraient de ses retrouvailles. Ils se sont rencontrés pour déjeuner. Elle a accepté. Et soudain, le couple star que l'Amérique adorait était de nouveau réuni. Leur histoire d'amour avait viré au feuilleton. Leanne DeLaga n'était pas seulement en colère, elle ourdissait une vengeance implacable, complotant pour dépouiller Junior d'une fortune. Pour les téléspectateurs qui se souvenaient d'elle comme de la douce et attentionnée génie, l'ironie était savoureuse. Autrefois, elle se démenait pour rendre le Major Nelson heureux. Dans Dallas, Leanne utilisait le même charme et le même esprit pour détruire la vie de J.R. Petit à petit. Un clin d'œil subtil. Le nom de jeune fille de Leanne était Nelson, une référence malicieuse qui rappelait à tous leurs débuts dans les sitcoms, même lorsque le ton basculait d'une fantaisie légère à un drame impitoyable. L'intrigue a fait sensation auprès des fans et les journalistes spécialisés dans le divertissement se sont précipités pour obtenir des interviews. La preuve que la magie de la télévision ne s'éteint jamais, même lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Pour les fans, c'était surréaliste. Un retour aux sources où le couple télévisé, qui avait bâti sa relation sur le secret, était désormais marqué par une hostilité et une trahison manifeste. Même des décennies plus tard, la magie opérait toujours entre Eden et Hagman, mais plus celle qui s'accompagnait d'une bouffée de fumée et d'une bouteille. Le célèbre générique n'est apparu qu'à la saison 2. Tout le monde connaît le thème de « I Dream of Jeannie », n'est-ce pas? Ce petit air entraînant qui évoque instantanément la magie des sitcoms des années 60. Sauf que, surprise, il n'était pas présent dans la saison 1. La première saison proposait une valse jazz composée par Richard West, accompagnée d'un narrateur expliquant la mission spatiale de Tony et comment le génie s'était retrouvé dans cette bouteille. Comme si on avait besoin d'une histoire pour s'endormir avant que la comédie ne commence. Il était une fois, dans un lieu mythique nommé Cape Kennedy, un astronaute du nom de Tony Nelson parti en mission spatiale. Le missile décolle, mais un incident survint et ils durent le faire atterrir. Le capitaine Nelson atterrit sur une île du Pacifique Sud où il trouva une bouteille. Au moins, ça ressemblait à une bouteille, mais ça ne fonctionnait pas du tout. Sidney Sheldon l'aurait détesté. Il la trouvait fade, plus proche d'un bar à cocktail que de la sitcom Sparkle. Et voici le plus étonnant. Au tout début du développement, les icônes de la pop Gary Goffin et Carole King avaient composé une chanson thème intitulée Jeannie et l'avaient soumise à Sheldon. Imaginez la série présentée par le duo à l'origine du générique. Ambiance totalement différente. Mais Sheldon a refusé et on a dû se contenter de ce morceau de jazz soporifique. Quand NBC a enfin investi dans la couleur pour la saison 2, Sheldon a saisi l'occasion de tout repenser. Place au thème entraînant d'Hugo Montenegro, accompagné d'une toute nouvelle intro animée signée Friz Freleng, la légende des Looney Tunes. L'émission avait désormais une énergie, une personnalité et une identité propre. Et oui, même le générique que nous connaissons avait des paroles. Buddy Kaye avait écrit des couplets sur les pouvoirs de Jeannie et la vie amoureuse de Tony. Mais les producteurs ont judicieusement décidé de les supprimer, car la version instrumentale fonctionnait bien mieux, sans ce changement d'image pour la deuxième saison. L'émission aurait sans doute sombré dans l'oubli, rejoignant le cimetière des sitcoms des années 60. Parfois, le bon générique ne se contente pas de sublimer une série, il la sauve. Quoi? Alors, comment la star de I Dream of Jeannie a-t-elle appris l'annulation de sa série? Ni par un producteur, ni par un agent, ni même par téléphone. Non. Larry Hagman a eu la nouvelle d'un type à l'entrée du studio. C'est tout. C'est comme ça que le Major Nelson a été viré, par la sécurité. Hagman n'était pas vraiment surpris. À ce moment-là, il admettait déjà que la série était arrivée à son terme. Il détestait le mariage forcé de la dernière saison, qu'il considérait comme le coup de grâce porté à toute la tension romantique. De plus, il était frustré par la façon dont son personnage était écrit et buvait beaucoup, ce qui n'a fait qu'empirer les choses sur le plateau. D'une certaine manière, l'annulation de Jeannie n'était que le point d'exclamation d'une série dont les problèmes s'accumulaient depuis des années. Mais ce timing en disait long sur la télévision en 1970. NBC ne se contentait pas d'annuler Jeannie. La chaîne se débarrassait de toute une vague de comédies à concept fort des années 60. L'Amérique était prête à troquer les génies contre des commentaires sociaux et l'ère des sitcoms divertissantes
laissait place à All in the Family. Mary Tyler Moore est à la télévision plus engagée des années 70. Si cela s'était produit aujourd'hui, Hagman aurait été assailli par les agents. Les attachés de presse et un communiqué de presse auraient été publiés dans Variety. À l'époque, il suffisait de se présenter à l'entrée et un agent de sécurité haussait les épaules en disant « Désolé, mon pote. Bienvenue à Hollywood. » La fameuse interdiction du nombril. Il n'y a que dans les années 1970 qu'un nombril pouvait provoquer un scandale national. La censure de NBC a tristement interdit à Barbara Eden de montrer son costume, faisant de celui de Jeannie Arum un symbole de la moralité télévisuelle. Tout a commencé par une plaisanterie. Le chroniqueur Mike Connolly s'est demandé si le génie avait un nombril et NBC, paniqué, a publié le désormais légendaire décret « Pas de nombril ». Résultat, des millions de dollars de publicité gratuite. Les tabloïds et les humoristes de fin de soirée s'en sont donnés à cœur joie. Et soudain, le ventre de Barbara Eden est devenu l'une des parties du corps les plus commentées d'Amérique. Les solutions trouvées étaient presque aussi ridicules que la règle elle-même. Les costumiers remontaient la ceinture toujours plus haut ou ajoutaient des couches de paillettes pour cacher le ventre. Sur certaines photos, un voile était drapé avec précision pour dissimuler sa taille. Il a même fallu ombrer le pantalon pour qu'on ne voit pas trop ses jambes. D'après Eden elle-même, il y a eu des réunions en studio à propos de son nombril, comme si c'était une menace pour la sécurité nationale. L'hypocrisie était flagrante. Dans l'épisode de la saison 3, Jeannie va à Honolulu, Eden était coincé dans un maillot de bain une pièce alors que les figurantes portaient des bikinis qui laissaient apparaître leur nombril. Les fans l'ont bien remarqué. Pire encore. D'autres actrices de la série, notamment l'épouse du Dr. Bello, pouvaient montrer leurs seins sans problème. Cette interdiction s'inscrivait dans le cadre d'une croisade morale plus vaste menée par NBC. Jeannie et Tony ne pouvaient pas partager la même chambre, et même leurs baisers étaient tenus à la pudeur. Eden en rit aujourd'hui, plaisantant sur le sérieux avec lequel la chaîne traitait son nombril, alors qu'elle s'efforçait de garder son sérieux lors de ses réunions. C'était peut-être ridicule, mais cette interdiction de montrer son nombril a fait de Jeannie un sujet de controverse culturelle. Parfois, la meilleure publicité est celle qu'on n'a jamais voulu créer. Le mariage qui a ruiné la série. À la saison 5, NBC cherchait désespérément un coup d'éclat pour booster ses audiences. Leur idée de génie? Marier Tony et G. Car, apparemment, rien ne redonne vie à une série comme la suppression de son concept central, celui qui faisait son succès. Le créateur Sidney Sheldon s'y est opposé. Mies Mort-Werner, dirigeant de NBC, a insisté. Il a cité l'exemple de Get Smart, où le mariage de Max et 99 avait fait exploser les audiences. Menacé d'annulation, Sheldon a cédé et, en 1970, l'Amérique s'est branchée pour assister au mariage du Major Nelson. Ce fut un désastre. Toute la série reposait sur le suspense de leur relation, le secret bien gardé, le chaos magique déclenché par le génie, tandis que Tony se démenait pour sauver sa carrière dans l'armée de l'air. Une fois mariés, le danger et la tension disparurent, remplacés par des querelles domestiques sur l'utilisation de la magie pour les tâches ménagères. Barbara Eden admet plus tard que ce mariage était invraisemblable car, comme elle le dit elle-même, comment maintenir une relation quand l'un des partenaires n'est même pas humain? Les fans étaient d'accord. Pire encore. Le mariage créa une énorme incohérence. Dans l'épisode de 1967, The Birds and the Bees Bit, Jeannie expliquait que si une génie épousait un mortel, elle perdrait ses pouvoirs. C'est pourquoi Tony a renoncé à la demander en mariage. On passe ensuite à l'épisode du mariage. Jeannie épouse Tony, conserve ses pouvoirs, et les scénaristes règlent le problème avec un simple « Ah, les proches ont dû mentir. Bien joué. » NBC a mis le paquet sur la promotion. Organisant un véritable cirque médiatique à la base aérienne Patrick en Floride, avec la présence de journalistes, de célébrités et même du gouverneur de l'État. Ils ont traité l'événement comme un mariage royal à la télévision, espérant sauver la série grâce au spectacle. Au lieu de cela, le mariage a marqué le début de la fin. Les audiences ont chuté tout au long de la saison 5 et la série a été annulée peu après, prouvant que parfois, les plus grands événements télévisés ont les plus faibles audiences. L'alcoolisme de Hagman a failli lui coûter son poste. À la télévision, le Major Nelson était l'astronaute modèle qui tentait de maîtriser un génie. Horse Camera. Larry Hagman était incontrôlable. De son propre aveu, confirmé par Barbara Eden, il buvait beaucoup pendant toute la durée de la série I Dream of Jeannie. Ce n'était pas qu'un problème personnel.
L'alcool était à l'origine de crises de colère, de farces extravagantes et d'un comportement tel que les producteurs se demandaient sérieusement s'ils allaient pouvoir garder l'acteur principal. Son partenaire Bill Daly le qualifiait de garnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Hagman s'est présenté sur le plateau déguisé en gorille. Un jour, il a pris une hache de pompier et s'est attaqué à un climatiseur bruyant, provoquant accidentellement une coupure de courant général. Le réalisateur Gene Nelson jurait que lorsque Hagman se mettait en colère, il lui arrivait même, disons, d'uriner sur le plateau. Loin de l'image de sitcom familiale que NBC cherchait à promouvoir, Hagman était frustré. Il détestait jouer le rôle du faire-valoir, tandis que Barbara Eden accaparait toute l'attention. Et il avait l'impression que les scénaristes s'intéressaient davantage à la magie de Jeannie qu'aux réactions de Tony. Ce ressentiment transparaissait dans son comportement sur le plateau. Exaspéré, les producteurs ont finalement envisagé de le remplacer par Darren McGavin. Oui, le vieil homme de A Christmas Story. Toute une intrigue avait été imaginée où Jeannie quitterait Tony, mais Barbara Eden s'y est opposée. Elle a déclaré aux producteurs « Ce serait une erreur de le remplacer en plein milieu de la série. » Sa loyauté a sauvé le poste de Hagman. Ce dernier a admis plus tard avoir cru que l'incident de la hache mettrait fin à sa carrière et a même remercié Eden de lui avoir permis de garder son emploi. Irony du sort. Dans Jeannie, il était celui qui tentait, in vain, de maîtriser le chaos. Dans Dallas, il est devenu Joe Ewing, l'homme qui contrôlait tout. L'histoire des origines réécrite. Si vous ne regardez que la saison 1 de I Dream of Jeannie, vous apprenez que Jeannie n'était pas née avec des pouvoirs magiques. C'était une mortelle transformée en génie par le sinistre Blue Djinn. Cela lui donnait un côté tragique, autrefois humaine, désormais condamnée à vivre dans une bouteille. À partir de la saison 3, oubliez tout cela. Soudain, Jeannie a toujours été un génie. Ses parents sont des génies. Sa sœur est un génie. Regardez dans la boule de cristal. En gros, tout son arbre généalogique scintillait d'effets de fumée. L'intrigue de la malédiction tragique avait disparu, remplacée par un défilé de parents génies excentriques semant la pagaille. Comble de l'ironie, dans la première saison, Jeannie se remémorait ses parents paysans du pays d'origine. Au fil des saisons, ces mêmes paysans s'étaient transformés en puissants génies, y compris sa mère malicieuse, incarnée. Détail amusant, par Barbara Eden. Quant à ce Djinn Blue, il est apparu dans le premier épisode de la saison 2. Joyeux anniversaire! En 1966, interprété par Michael Ansara, qui se trouve être le mari de Barbara Eden dans la vraie vie. Imaginez tourner une scène avec votre ravisseur maléfique et tout-puissant qui est en réalité votre conjoint, puis rentrer dîner ensemble. Alors, pourquoi cette rivalité autour des réécritures? Ma sorcière bien-aimée cartonnait avec la famille magique de sorcières et de sorciers de Samantha, et les producteurs voulaient que Jeannie bénéficie de la même liberté narrative. Plus de famille signifiait plus de péripéties magiques et moins d'explications sur le passé des personnages chaque semaine. Irony du sort. Dans le téléfilm de retrouvailles de 1985, Jeannie et mes rêves. 15 ans plus tard, ils sont revenus à l'idée de la malédiction originale. Jeannie raconte à son fils qu'elle a été emprisonnée dans une bouteille par un djinn qu'elle a refusé d'épouser. Même des décennies plus tard, les scénaristes savaient que cette histoire tragique d'humains maudits avait plus d'impact qu'une sitcom familiale classique. Certes, cela simplifiait les intrigues hebdomadaires, mais cela confirmait aussi une vérité fondamentale des sitcoms. Quand la magie opère, inutile d'être trop chercher la explication. Hagman a répondu non. Pour la plupart des fans, le génie et le Major Nelson étaient indissociables. Alors, quand NBC a ressorti la franchise pour des téléfilms de retrouvailles dans les années 80 et 90, on s'attendait à voir les deux stars. Mais Larry Hagman était aux abonnés absents. Le premier film, I Dream of Jeannie, sorti 15 ans plus tard, en 1985, voyait Barbara Eden reprendre le costume. Bill Daly reprenait son rôle de Roger Healy et Wayne Rogers de MASH était recruté pour incarner Tony. Certains fans étaient sceptiques. Bon, d'accord, j'en faisais partie. Voir le génie avec quelqu'un d'autre que Hagman, ça sonnait faux. Bref, à ce moment-là, Hagman avait d'autres chats à fouetter ou des projets plus ambitieux à mener. Si vous préférez, il était J.R. Ewing dans Dallas, l'homme le plus détesté du petit écran. Et il n'était pas seulement acteur, il était aussi producteur et réalisateur. Apparemment, les retrouvailles ont été tournées pendant l'été, son seul moment de libre, et il a clairement fait comprendre à Eden qu'il ne comptait pas y renoncer. Elle a déclaré plus tard comprendre.
Dallas était un phénomène mondial, et franchement, le salaire était bien différent de celui d'un téléfilm nostalgique. Le deuxième film, I Still Dream of Jeannie, sorti en 1991, jouait d'ailleurs la carte de l'humour. Tony était en mission spatiale, et le méchant était interprété par Ken Kercheval, alias l'ennemi juré de Cliff Barnes Jr., dans Dallas. Une blague amusante entre initiés, certes, mais la magie n'opérait plus sans Hagman. Le contraste était flagrant. Eden s'est pleinement investi dans son rôle de génie, participant avec enthousiasme aux réunions, conventions et émissions spéciales anniversaires. Hagman, quant à elle, a quitté le terrain, préférant systématiquement JR à Tony. Pour les fans, les téléfilms de retrouvailles laissaient un souvenir doux amer. Barbara Eden y croyait encore, mais le Major Nelson était déjà parti pour South Fork. Barbara Eden a décroché le rôle grâce à un autre film de la saga Génie. Elle n'est pas tombée par hasard dans la bouteille du génie, elle était pratiquement présélectionnée. En 1964, elle a incarné Sylvia Keaton, une fiancée dont la vie bascule lorsque son fiancé libère accidentellement un génie dans La bouteille de cuivre. Quand Sidney Sheldon a vu le film, il a pensé la même chose. En voyant Eden gérer le chaos magique avec un mélange parfait de charme et d'exaspération, il a compris qu'elle pouvait inverser les rôles et être le génie cette fois-ci. Et voici le plus surprenant. Eden n'était même pas censé être en lice. Sheldon était obsédé par l'idée de trouver une brune. Il a auditionné toutes les belles brunes de la ville, car les producteurs ne voulaient surtout pas d'une autre blonde magicienne en concurrence avec Ma sorcière bien-aimée. Samantha Stevens occupait déjà plus ou moins ce créneau, mais les brunes se sont effondrées les unes après les autres. Finalement, Sheldon est revenu vers Eden pour une audition. Blonde, espiègle et drôle, elle avait déjà prouvé dans The Brass Bottle qu'elle pouvait insuffler à la série le mélange de fantastique et d'humour dont elle avait besoin. Quand son agent lui a annoncé qu'elle avait décroché le rôle, Eden était stupéfaite. Connaissant le penchant de Sheldon pour les brunes, elle a demandé « Est-ce qu'ils savent à quoi je ressemble ?» Le timing était parfait. La première saison ayant été tournée en noir et blanc, sa chevelure blonde ne faisait pas penser à une imitation de Jeannie. Quand Jeannie est passée à la couleur dans la saison 2, Eden était déjà incarné à la perfection par excellence, et la couleur des cheveux n'intéressait plus personne. Après avoir auditionné toutes les brunes qu'Hollywood pouvait lui proposer, Sheldon a finalement engagé une blonde dont l'interprétation du génie est entrée dans l'histoire de la télévision. Parfois, les règles importent un peu. Seul le talent de l'acteur compte. Jeannie a eu droit à son propre dessin animé avec Mark Hamill. Au début des années 70, la série originale I Dream of Jeannie s'était terminée, mais les rediffusions pullulaient. Et en matière de télévision, rediffusion plus enfant égale dessin animé. C'est ainsi qu'en 1973, Hanna-Barbera a décidé de consacrer une série du samedi matin à Jeannie. Le résultat? Une série qui n'avait quasiment rien à voir avec I Dream of Jeannie, si ce n'est la présence du génie. D'abord, ils ont abandonné Barbara Eden et transformé Jeannie en une adolescente rousse de 6 ans, doublée par Julie McWhorter, car les responsables des programmes du samedi matin estimaient que les génies adolescents étaient plus vendeurs que les femmes adultes. Le nouveau maître du génie était Corey Anders, un adolescent surfeur californien doublé par Mark Hamill avant qu'il ne devienne Luke Skywalker. Par ailleurs, la série a également introduit Babu, l'apprenti génie maladroit, doublé par Joe Besser. Oui, l'un des trois Stooges. Babu était censé apprendre la magie, mais ses sorts se retournaient si souvent contre lui qu'il faisait passer Orko pour Gandalf. En gros, le dessin animé a tout changé par rapport à la série originale, sauf le concept du génie dans la lampe. Chaque épisode suivait le même schéma. Corey se retrouve dans une situation délicate typique de l'adolescence. Le génie tente de l'aider grâce à la magie, mais ne fait qu'empirer les choses. Finalement, ils apprennent tous une précieuse leçon sur l'amitié, l'honnêteté ou l'importance de faire le bien. Ce qui distinguait cette série, c'était son ton radicalement différent de celui de la série originale. I Dream of Jeannie abordait des thèmes adultes, mêlait humour de bureau et tension romantique. Le dessin animé abordait les problèmes des adolescents et édulcorait les sentiments. C'était comme si on avait pris un cocktail raffiné au champagne et qu'on l'avait transformé en lait chocolaté. L'animation était du pur Hanna-Barbera, ce qui signifie que la bouche du génie bougeait autant que les marionnettes d'un ventriloque. Et chaque transformation magique était accompagnée du même effet sonore scintillant que dans tous les autres dessins animés. Malgré ses promesses, la série animée Jeannie n'a duré qu'une seule saison de 16 épisodes à l'automne. 1973, avec des rediffusions jusqu'en 1975.
elle n'a jamais vraiment réussi à égaler le charme de son prédécesseur en prise de vue réelle. Peut-être parce que le charisme de Barbara Eden ne se prête pas au format dessin animé du samedi matin. Ou peut-être parce que remplacer une astronaute accomplie par un adolescent obsédé par sa prochaine compétition de surf témoigne d'une incompréhension fondamentale de ce qui faisait le succès de la série originale. Elle demeure un témoignage fascinant des programmes jeunesse des années 1970, une époque où les chaînes pensaient pouvoir saupoudrer n'importe quoi de couleurs vives et d'une morale et en faire un succès assuré du samedi matin. Parfois, ils avaient raison. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. Il y avait beaucoup d'improvisation. Larry Hagman avait la réputation, disons, de sortir des sentiers battus, parfois au sens propre. Dès le premier jour, il improvisait sur I Dream of Jeannie. Cela a engendré quelques tensions professionnelles. Sidney Sheldon voulait que ses acteurs suivent le texte à la lettre, tandis que Hagman était déterminé à jouer selon ses propres règles, et il y est parvenu. Hagman improvisait des répliques, des gestes et des touches de comédie physique qui n'étaient pas dans le scénario. Son partenaire, Bill Daly, adorait ça. Les deux acteurs inventaient des petites scènes pour dynamiser les moments statiques, comme fouiller quotidiennement dans un classeur ou mélanger des papiers pendant les dialogues. Ces détails donnaient à leurs échanges l'aspect décontracté et crédible de vrais copains pris dans des situations absurdes. Barbara Eden reconnaissait que les surprises de Hagman la déstabilisaient parfois, mais elle qualifiait leur alchimie de magique. Lorsqu'il improvisait et la prenait au dépourvu, ses réactions authentiques transparaissaient à l'écran. Et c'est en partie cette authenticité qui a séduit le public. Bien sûr, le rythme de tournage d'une sitcom des années 60 n'était pas toujours de tout repos pour l'équipe. Tourner vite, respecter le script et enchaîner. Les improvisations d'Hagman pouvaient être exaspérantes. Sheldon trouvait qu'elles ralentissaient tout. Hagman pensait que c'était le seul moyen d'éviter que le Major Nelson ne devienne un faire-valoir sans profondeur. Ce bras de fer créatif dura tout au long de la série. Finalement, Sheldon obtint ses scénarios, Hagman says gags, et le public découvrit un Tony Nelson authentique, comme un homme pris au piège d'une situation totalement irréelle. Pas mal pour une série d'improvisation qui n'était absolument pas censée avoir lieu. Le voisinage. Vous avez déjà eu l'impression que le Major Nelson et le Dr. Bellows habitaient un peu trop près de Samantha et Darren Stevens? C'est parce que c'était le cas. Leurs maisons n'étaient pas seulement voisines par l'esprit. Elles étaient littéralement côte à côte sur Blondie Street, à l'arrière du Columbia Ranch à Burbank. La même maison a servi à la fois de décor pour la demeure des Bellows dans la série Jenny et pour la maison de rêve des Stevens dans Ma sorcière bien-aimée. Seules quelques retouches de peinture, des volets intervertis et un nouveau mobilier de jardin séparaient la psychiatre paranoïaque de la sorcière nerveuse. La maison des Stevens séparée du charme chaleureux de la Nouvelle-Angleterre pour Ma sorcière bien-aimée, tandis que la même structure s'est transformée en un style californien moderne et soigné pour la famille Bellows dans Jenny. Ce n'est pas de la magie télévisuelle. C'est une équipe de décorateurs épuisés qui fait des heures supplémentaires. Et Blondie Street n'était pas seulement le repère du génie et de la sorcière dans les années 60 et après. On la retrouve dans les Walton, le sapin dans les boules, et oui, la fontaine de Friends était juste au coin de la rue. Si vous avez déjà visité les studios Warner Brothers, vous avez quasiment traversé le quartier du génie sans même vous en rendre compte. Mais en 2023, tout a été rasé pour laisser place à des studios flambant neufs. Les fans étaient anéantis. Un pan entier de leur enfance, celui des sitcoms, avait disparu. Pour tous ceux qui ont grandi avec le clin d'œil de Barbara Eden ou le petit frémissement du nez d'Elizabeth Montgomery, c'était comme si Hollywood avait bétonné notre enfance. Finalement, le seul vrai tour de magie a été de convaincre les téléspectateurs qu'une simple rue de Burbank pouvait représenter la moitié des banlieues américaines. Le double maléfique de Jeannie est né d'une rivalité entre deux sitcoms. Rien n'évoque mieux la télévision des années 60 que deux blondes magiciennes rivales. I Dream of Jeannie et Bewitched étaient toutes deux des productions Screen Gems centrées sur une femme sublime, dotée de pouvoirs surnaturels et constamment comparées l'une à l'autre. Même si Barbara Eden et Elizabeth Montgomery étaient des collègues cordiales sur le plateau, le studio a largement exploité cette rivalité. Voici Jeannie 2, la sœur brune et maléfique de Jeannie. Ce personnage a clairement été conçu pour faire écho à la cousine espiègle et ensorcelée Serena, également interprétée par Montgomery.
Mais là où Serena était une rebelle à l'esprit libre, Génie 2 était tout simplement malveillante, intrigante, jalouse et cherchait constamment à ravir le Major Nelson à sa sœur. C'était le cliché du jumeau maléfique poussé à l'extrême. Le scénariste James S. Henderson, collaborateur régulier et prolifique de Screen Gems, qui avait également écrit des épisodes de Ma sorcière bien-aimée et de La nonne volante, créa ce personnage dans le cadre des efforts du studio pour rivaliser avec ses propres succès. Le Génie 2 est apparu dans plusieurs épisodes de la série, offrant à Eden l'opportunité d'incarner à la fois la douce et la sensuelle, l'innocente et la machiavélique, le tout dans une même sitcom de 25 minutes. Les fans ont adoré. Soudain, la rivalité entre la sorcière et le génie ne se résumait plus à savoir qui avait les parents les plus excentriques. Il s'agissait désormais de savoir quelle série avait le meilleur double maléfique. Et pour beaucoup, le côté manipulateur du Génie 2 a fait d'elle la grande gagnante. 2 génies pour le prix d'un. Ce n'est pas juste un artifice de sitcom. C'est la preuve que les grands noms du cinéma savent parfaitement tirer le meilleur de leurs vedettes. Et voilà. 15 anecdotes insolites qui prouvent que le tournage de Ma sorcière bien-aimée était aussi dingue que le tournage. Laquelle vous a le plus surpris? Et laquelle avons-nous oublié? Dites-le nous en commentaire. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain périple nostalgique. À bientôt!